7 septembre 2020, Londres. Tribunal de Westminster, premier jour de l'audience d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison pour espionnage. À l'intérieur de ce fourgon, le fondateur de Wikileaks. À l'extérieur, son rédacteur en chef, Christine Arnson. C'est pour l'avenir du journalisme que nous nous battons aujourd'hui. Nous devons gagner, sinon les ténèbres s'abattront sur notre société. Wikileaks. Ce sont des milliers de publications de documents secrets que les États-Unis voudraient voir disparaître. Nous enquêtons depuis 5 ans sur Julian Assange partout dans le monde. Équateur, Suède, Allemagne, France, Mexique, États-Unis, Espagne, Irak. Continue de tirer. Continue de tirer. Cet homme qui a partagé la vidéo, je lui dis merci beaucoup. Monsieur Assange est un citoyen australien qui a demandé l'asile dans notre ambassade à Londres en 2012. Et son asile a duré presque 7 ans. Je travaille sur le cas de Julian Assange. Je peux voir vos papiers? Oui. C'était une célébrité. La plus aimée et la plus haïe. Tout dépend de quel côté de la justice tu te places. En août 2010, Julian Assange était en Suède. Il a rencontré ces 2 femmes. Elles l'ont accusé de viol. Mais ce n'est qu'un exemple qui montre que dans le cas de Julian Assange, les procédures judiciaires ne s'appliquent pas comme on pourrait s'y attendre. Les 175 ans de prison qu'on lui promet aux États-Unis, c'est une peine contraire à l'idée que l'on peut tous se faire des droits de l'homme. Tout ce qui s'est passé a été fomenté pour détenir de manière arbitraire Julian Assange et préparer ce qu'il se passe maintenant. L'extradition vers les États-Unis. Il a même failli faire échouer la capture d'Oussama Ben Laden à cause de ses publications. Un de mes successeurs à la CIA a défini Assange et Wikileaks comme un service de renseignement non étatique et hostile. C'est une assez bonne définition. Wikileaks et Julian Assange faisaient partie d'une unité de renseignement russe. Nous avons besoin de votre expérience en tant qu'ancien agent de la CIA. Est-ce que je suis en désaccord avec quelqu'un comme Julian Assange sur les questions de transparence, le besoin ou non de préserver des secrets? Absolument. Des secrets, nous en avons en notre possession. Des vidéos, des mails, des échanges, des ordres des commanditaires de l'espionnage de Julian Assange. Soyez attentifs demain à tout ce que vous pouvez sortir et que ça fonctionne. On a trouvé de la documentation vous concernant, Étienne, vous qui êtes entré dans l'ambassade. Une ambassade équatorienne à Londres surveillée H24 par des privés espagnols. Je vais essayer, mais c'est comme si le téléphone était éteint. Ok, vas-y. Le consul équatorien traqué. La pochette rouge, c'est celle des passeports d'hier, celle dont il faisait des photocopies. Le président équatorien suivi jusqu'à l'aéroport lors d'une rencontre avec un avocat d'Assange. Ce sont des mercenaires qui se vendent à celui qui paye. Le patron, un certain David, a été retourné par les services secrets américains. David, c'est l'ex-soldat espagnol à la tête d'une société de sécurité privée, accusé d'avoir trahi l'Équateur au profit des Américains. C'est absurde. On a dit que j'aurais même tenté d'empoisonner Monsieur Assange. C'est un complot.
Au cœur du complot, parmi les victimes, Stella Morris, avocate et compagne de Julian Assange. C'est un immense complot contre Julian. C'est un immense complot pour le faire sortir de l'ambassade où il était protégé et l'envoyer en prison. Sans doute dans une prison américaine pour le reste de sa vie. Oui, il y a eu un énorme complot. Nos premiers pas dans l'univers Assange remontent au 11 avril 2016. Le pape de Wikileaks nous parlait de tout. Julian Assange, merci de nous recevoir. Depuis le 11 avril 2019, Assange est réduit au silence, incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh. Ce 4 janvier 2021, la Cour britannique doit rendre son jugement. Extradition, oui ou non. Ce flou judiciaire, un procureur accepte de nous l'expliquer. Mon nom est Nick Vamos. Je suis l'associé d'un cabinet d'avocats ici à Londres. Je suis spécialisé dans les affaires d'extradition et ancien procureur pour la couronne. Les États-Unis exigent-ils souvent l'extradition d'un éditeur australo-équatorien ? Je ne connais pas de cas où les États-Unis ont demandé l'extradition d'un éditeur équatorien, mais je ne suis vraiment pas certain que ce soit l'exacte description de Julian Assange. Les États-Unis exigent-ils souvent l'extradition du fondateur d'une organisation internationale soutenue par des journalistes d'investigation du monde entier ? Encore une fois, je ne pense pas que nous ayons déjà vu auparavant cette situation. Mais M. Assange n'est pas extradé pour des activités journalistiques. Et il n'est pas accusé d'être un éditeur. Il est accusé d'avoir commis des délits criminels. Il s'avère qu'il est aussi le fondateur de Wikileaks. Et c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il aurait commis ces délits. Bien sûr, le concept, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Pourtant, l'accord américano-britannique interdit expressément l'extradition pour des délits politiques. C'est un argument que M. Assange a soulevé au tribunal et qui a été rejeté. La raison pour laquelle la Cour l'a rejeté, c'est qu'il n'était pas poursuivi pour des délits de nature politique. Assange, pas un extradé politique, ni un éditeur, mais un criminel. À Paris, Antoine V, l'avocat français d'Assange, réfute les arguments de la justice anglaise. Il est poursuivi pour avoir diffusé des informations qui sont vraies et qui mettent en lumière que les États-Unis ne respectent pas le droit et ne respectent pas, dans certains cas, la vie humaine. Il est privé de la visite de ses proches. Il est dans un état qui ne permet pas un procès. Il n'a pas eu droit à un procès équitable et il risque une peine qui est sans aucune commune mesure avec les faits qu'on lui reprochait. On est face à un processus institutionnel qui envoie beaucoup de mauvais signaux. Vous savez, l'affaire suédoise, elle a commencé en 2010, elle s'est réouverte, elle s'est refermée au gré à chaque fois d'une volonté toute simple de nuire à l'image d'Assange. Elle a été classée en 2019. Évidemment, les gens ont plus entendu parler de ça quand ça s'est ouvert que quand ça s'est fermé. Les partisans d'Assange savent que l'affaire d'agression sexuelle en Suède est classée sans suite. Ils sont là malgré le froid et la police pour défendre le boss de Wikileaks. La banderole « Liberté pour les lanceurs d'alerte à la poubelle », Stella Morris, avocate et compagne d'Assange, s'adresse à Donald Trump. Monsieur le Président, abattez les murs de la prison. Laissez nos petits garçons retrouver leur père. Les réseaux sociaux s'en mêlent. Edward Snowden et ses 4 600 000 abonnés bombardent Washington de tweets. Le juge autorise que les accusations soient modifiées tellement souvent que la défense ne les connaît même pas. Personne ne peut entendre ce que dit l'accusé. C'est une farce. Monsieur le Président, si vous deviez gracier une seule personne durant votre mandat, s'il vous plaît, libérez Julian Assange.
Vous seul pouvez lui sauver la vie. L'extradition de Julian Assange est une procédure malveillante. Même la très républicaine Sarah Palin. Some years ago, I publicly spoke out against Julian and I made a mistake. Même CNN. Assange n'est plus sur la liste des graciés, mais ça peut encore changer. #pardonne Assange. Et même Fox News. This would be a great way for Donald Trump to stick the thumb back in the eye of these people is to pardon Julian Assange if he knows what's good for freedom of speech and freedom of the press. I didn't used to think that and I totally agree with it. La foule espère la fin de 10 ans de bataille judiciaire. Et tout à coup, la rue est en liesse. La juge a refusé l'extradition. Mais Christine Hanson, le rédacteur en chef de Wikileaks, a le visage fermé et les mots durs. C'est une journée de victoire pour Julian Assange. Mais nous devons rester prudents. Ce n'est pas réellement une victoire pour le journalisme. Pas une victoire. La Cour considère Assange comme un homme en état de faiblesse psychiatrique. Pas comme un journaliste, pas comme un éditeur. Les avocats du gouvernement américain ont annoncé qu'ils faisaient appel de la décision. Merci. Les États-Unis font appel de la décision, ce qui veut dire qu'un autre procès pour son extradition est programmé. Le jour même, au Mexique, un homme ignore le renvoi en appel demandé par les États-Unis. C'est Andrés Manuel López Obrador, président de la République. Je vais demander au ministre des Affaires étrangères d'engager les formalités nécessaires auprès du gouvernement du Royaume-Uni pour qu'il étudie la possibilité que M. Assange soit remis en liberté et que le Mexique lui offre l'asile politique. Le président mexicain veut liberté et asile pour Assange. Le lendemain matin, la belle histoire d'une liberté sous caution, ici on y croit face au tribunal de Westminster, mais quelques heures seulement. C'est une déception gigantesque. Avant tout, Julian ne devrait pas être à la prison de Belmarsh. J'exhorte le ministère de la Justice d'abandonner les poursuites, le président des États-Unis de gracier Julian. Merci. La Cour anglaise a refusé la liberté sous caution. L'argumentaire de l'avocate qui représente Washington a été implacable. Cette Cour ne devrait avoir aucun doute sur les ressources, les capacités et les moyens de M. Assange d'organiser sa fuite vers un autre pays ou simplement se réfugier dans une autre ambassade. Les États-Unis utilisent la proposition d'asile du président mexicain contre Assange, et ce n'est pas tout. Ses activités passées, y compris son implication dans la fuite du lanceur d'alerte américain Edward Snowden, ont prouvé que M. Assange avait les ressources nécessaires pour organiser sa propre fuite. Avoir aidé Edward Snowden, argument pour refuser la liberté sous caution de Julian Assange, Washington réunit là ses deux ennemis publics. Retour en arrière dans les archives des plus hautes instances américaines. Mr. Assange is not a journalist. He is an anarchist. Mr. Snowden is under indictment. He's been charged with crimes. Mr. Snowden is not a whistleblower. He is accused of leaking classified information. Est-il vrai que les États-Unis poursuivent le fondateur de Wikileaks, Julian Assange? Well, you know, that's a question I haven't heard in a long time. I'll leave that for you to determine. Le 16 février 2021, un journaliste interroge le porte-parole du département d'État. Joe Biden, nouvellement élu, pourrait-il gracier Julian Assange? Assange contre Washington, Washington contre Snowden.
L'avocat du lanceur d'alerte américain Wolfgang Kalek nous l'explique. Edward Snowden risque, pour avoir rendu public des données classifiées, une condamnation de plus de 1000 ans de prison, avec des conditions de détention extrêmes, comme une mesure d'isolement total et d'autres mesures particulièrement sévères. Justement, le sort réservé à Edward Snowden aux États-Unis, comme Julian Assange, pour vous, c'est quoi? Ces dernières années, Edward Snowden et Julian Assange sont devenus des symboles. Des symboles de la résistance contre la surveillance massive. La plupart des services secrets dans le monde souhaiteraient tout savoir sur Julian Assange et Edward Snowden et sur les personnes qui travaillent avec eux. Il n'y a pas besoin d'être un adepte de la théorie du complot pour pouvoir l'affirmer. Direction Mexico, où vit Ricardo Patiño, ancien ministre équatorien des Affaires étrangères. Assange sous l'œil des services secrets, il connaît. Julian Assange a de grandes capacités en informatique, mais ce n'est pas un James Bond. C'est une histoire sans précédent, vraiment. C'est une histoire très délicate. Pour commencer, nos relations avec la Grande-Bretagne se sont refroidies. Nos relations avec la Suède se sont congelées. Nos relations avec les États-Unis sont restées à un niveau d'une tension élevée. Quand nous avons étudié la demande d'asile, nous avons demandé aux États-Unis s'il existait bien une enquête judiciaire en cours contre Julian Assange. Ils ne nous ont jamais répondu parce qu'ils ne voulaient pas mentir à notre gouvernement. Mais très clairement, quand ils ne répondent pas, c'est que cela existe. Il est clair que quand une personne comme Julian Assange et Edward Snowden révèlent que les États-Unis ne sont pas ce qu'ils prétendent, alors ils veulent les faire taire. La CIA, même si c'est un organisme très puissant au niveau international, la CIA n'est pas toujours puissante. Elle n'est pas toujours assez efficace pour réussir ses missions. Tout à coup, la mission Opération Hôtel ressurgit. L'Opération Hôtel, c'est le nom de code de la surveillance de Julian Assange dans l'ambassade. Nous recevons de nouvelles vidéos, des enregistrements audio, des échanges de messages chiffrés, des rapports. Ces données proviennent de la société espagnole UC Global dirigée par David Morales, soupçonné d'être aux ordres de Las Vegas Sands. Sheldon Adelson, son fondateur, est l'un des financiers de Mike Pompeo, ex-chef de la CIA. J'ai adoré travailler pour la CIA. C'est mon caviar. Lui, c'est Mike Baker, un ex-agent de la CIA. Question, la CIA pourrait-elle avoir commandité l'opération Hôtel en sous-main? Je ne veux pas minimiser l'importance de Julian Assange, mais est-ce que connaître ses faits et gestes quotidiens lorsqu'il était dans l'ambassade équatorienne était pour la sécurité nationale des États-Unis une priorité? Non. Pas crédible non plus que l'agence ait utilisé Sheldon Adelson pour couvrir l'opération. Si vous croyez que la CIA a dit « Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait engager Sheldon Adelson et son équipe. Faisons-le. » Pour moi, c'est plutôt un bon film de Netflix. Si vous y croyez, ça me va. Mais moi, je dis juste que ce scénario n'est pas réaliste. Pas le bon scénario non plus, car la mission fuite. D'après mon expérience de dirigeant d'une société de sécurité privée, notre mission consiste à 1. Ne pas s'attirer de problème. 2. Ne pas attirer de problème aux clients. À la question, l'ex-CIA dévoilerait-il les secrets de l'agence? J'emporterai tous mes renseignements dans ma tombe. Nos renseignements racontent une autre histoire. Le privé espagnol est présent à Las Vegas pour travailler sur Assange. Ces documents en notre possession ont été transmis à la justice espagnole par un ancien employé d'UC Global qui a obtenu le statut de témoin protégé. Rapport du jour, envoyé depuis l'adresse professionnelle de David Morales, intitulé « Besoin ».
Adresse IP Las Vegas, États-Unis, le 10 décembre 2017. Nous devons garder sous contrôle à tout moment 3 profils prioritaires, Fix, Muller et les citoyens russes. Les opérateurs doivent faire attention et nous informer s'ils transportent des téléphones portables, des clés USB, des ordinateurs ou tout autre équipement électronique. J'ai besoin que vous me fournissiez le nom du médecin de l'invité. Le lendemain. Pour l'accès au système de caméras de surveillance des Équatoriens, nous ne devons pas leur donner accès à certains services du programme, afin qu'ils ne voient pas qu'il y a d'autres connexions, ni qui se connectent. On doit donner l'illusion qu'ils sont les seuls à y avoir accès. 10 jours plus tard, Julian Assange vient d'obtenir la nationalité équatorienne. Aujourd'hui se joue l'opération Passeport diplomatique. Fidel Narváez, consul, est filmé en train de photocopier des passeports. Les hommes du C Global sont alertés. Soyez attentifs demain à tout ce que vous pouvez sortir et que ça fonctionne. Le lendemain, l'homme qui entre, c'est Romy Valero, le chef des services secrets équatoriens. C'est lui qui doit avoir l'illusion que ces services sont les seuls à avoir accès aux informations de l'ambassade. Dans le couloir, on voit passer Fidel Narváez, le consul, avec un dossier rouge contenant les passeports diplomatiques. À son arrivée, Assange déclenche le brouilleur. Pour cacher ce qu'il écrit, il utilise un livre. Et il tourne le dos à la caméra pour parler. L'employé du C Global qui tente d'écouter la scène se plaint à son chef de 2 collègues, R et T. Entre R et T, on perd beaucoup de conversations. Pourquoi? T ne se tait pas et fait du bruit, et R n'arrête pas de passer. Dis-lui de fermer sa gueule, bordel. Ou c'est moi qui lui dis. Après 3 heures de réunion, le chef des services secrets équatoriens et le fondateur de Wikileaks se saluent. Quelques minutes plus tard, un employé de David Morales envoie son rapport. On y trouve les coordonnées de 2 téléphones du chef des services secrets équatoriens. Le résumé des conversations. Ils ont parlé de Trump, du Brexit, de la montée de l'extrême droite néo-nazie. La pochette rouge qui contiendrait les passeports. Le visiteur parle d'une opération très difficile. Fidel apparaît nerveux. La police anglaise est stationnée depuis 15h10. Cette opération du 21 décembre 2017 a échoué. Assange devait être exfiltré. Comment a-t-elle échoué à cause de ça? Sur le site officiel de la justice américaine, nous découvrons 7 actes judiciaires dont un mandat d'arrêt tenu secret ce 21 décembre 2017. Nos fichiers nous parlent encore de David Morales et de ses déplacements aux États-Unis. Attention particulière à Stella Morris. Sur une messagerie chiffrée, il écrit le 14 mars 2018 « C'est moi qui m'occupe du contact avec les États-Unis. Dans une semaine, je devrais aller à Washington. Et j'aurai le go ou le no-go. Je sais que c'est d'un intérêt majeur. » Direction Madrid. Ce matin, David Morales est entendu par les juges espagnols. La journaliste italienne Stefania Maurizi, filmée ici en réunion avec Julian Assange dans l'ambassade, a porté plainte contre lui. Nous suivons son avocate Clara Torres. Un témoin protégé a transmis des documents à la justice. Dans le cas de Stefania, il y avait des photos de ses appareils électroniques, ses dictaphones, ses téléphones portables. Il y avait aussi des photos de l'intérieur de ces appareils. Lors des perquisitions de la police au domicile de Morales et au siège social du C Global, ils ont retrouvé exactement les mêmes photographies que celles transmises par le témoin. Nous décidons de tenter notre chance dans la région de Séville. Les bureaux du C Global sont fermés, mais nous avons une adresse.
Bonjour, Monsieur Morales. Pardon? Vous êtes Monsieur Morales, David Morales? Pourquoi? Je suis un journaliste français, je viens de Paris et j'aimerais parler avec vous. Bonjour. Bonjour. On a essayé d'appeler ses avocats, ils ne répondent pas, on a laissé un message à ses avocats. Si vous voulez, laissez-moi votre numéro de téléphone. L'homme au cœur du dossier a désormais notre numéro. Bonjour, c'est David Morales. Toute cette histoire, tout ce qu'on dit sur moi, s'appuie sur des faits absolument faux. Je n'ai jamais divulgué d'informations aux services de renseignement américains et je n'ai jamais travaillé pour les services de renseignement américains. Nous sommes en contact avec Stefania Maurizi, la journaliste italienne. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Encore une de ces personnes qui disent avoir été espionnées. Mais dans les documents que nous avons vus, il y a des photos de ses portables, avec les numéros de téléphone, les emails. Oui. David Morales sait que tous les appareils électroniques de Stefania Maurizi ont été ciblés. Mais le secret des sources d'une journaliste ne semble pas l'intéresser. Eh bien déjà, qu'elle se renseigne auprès de la personne qui lui a donné ces informations, qui est l'un des témoins contre moi. Comme cela a été prouvé lors de mes interrogatoires, il n'y a aucune fuite d'informations confidentielles à ma connaissance. En plus, à l'intérieur de l'ambassade, il y avait d'autres agents, des agents des services secrets équatoriens. Bien sûr, c'est un complot. C'est un complot parce qu'ils ont essayé d'instrumentaliser cette histoire pour protéger leurs intérêts et l'aider à obtenir gain de cause lors de son procès en extradition en Angleterre. Selon lui, c'est un complot fomenté par Assange et sa défense. De toutes les entreprises américaines ou étrangères avec lesquelles j'ai travaillé, ils ne se sont intéressés qu'à Las Vegas Sands. Ça aurait été beaucoup plus logique de s'intéresser à mes autres clients, qui sont justement spécialisés dans la défense ou les services secrets. Pourquoi avoir choisi Las Vegas? Parce que c'est le client le plus médiatique. Parce que leurs intentions étaient de trouver n'importe quelle sorte de lien qui leur permette de monter cette histoire en épingle. À savoir que la CIA essayait de le sortir de là, de le surveiller. Alors qu'en fait, M. Assange n'intéresse absolument personne. Selon lui, le contrat exclusif de la surveillance de Julian Assange n'intéressait pas les services secrets américains et encore moins la CIA. M. Assange a commis une erreur dès le départ. Il est allé s'enfermer dans cette ambassade. La souris dans la souricière. Pourquoi le surveiller s'il est là? C'est complètement absurde. On a été jusqu'à dire que j'avais essayé d'empoisonner M. Assange, que j'avais des mercenaires prêts à le kidnapper. Encore, Stella Morris, avocate et compagne de Julian Assange, ciblée même avec son bébé. Cette fameuse histoire des couches, oui, c'est une absurdité totale. Cette femme a commencé à apparaître à l'ambassade avec un bébé, accompagné d'un garçon. L'ambassade et les services de renseignement équatoriens ont logiquement demandé qui était ce bébé. On devait se renseigner parce que personne ne nous a jamais dit que ce bébé était le fils de M. Assange. Pire encore, ils disent que quelqu'un a contacté un laboratoire d'analyse ADN. Or, c'est le témoin protégé qui l'a fait, à titre personnel, sans m'en référer. Selon le boss du C Global, c'est son employé, le fameux témoin protégé qui aurait voulu financer tout seul la mission Couche. Ce monsieur a toujours soutenu qu'il souffrait d'un manque d'intimité dans l'ambassade. C'est complètement faux. Rendez-vous compte du niveau d'intimité qu'il a pu avoir s'il a réussi à avoir 2 fils alors qu'il était dans l'ambassade. Étrange, non?
Pourquoi les responsables de la sécurité de Las Vegas Sands ne disent pas haut et fort qu'ils n'ont aucune implication dans l'opération Hôtel? Évidemment, la défense d'Assange sait que personne ne va rien dire. D'ailleurs, ce qu'a fait Las Vegas Sands, c'est de suivre l'affaire. Mais c'est tellement absurde. Ça n'avait tellement aucune raison d'être. Donc, au final, ce que la défense d'Assange a fait, c'est de m'attaquer moi. Ils ont ruiné mon futur. À Paris, Pierre Martinet, ancien des services secrets français reconverti comme Morales en sécurité privée, réagit aux dénégations de l'Espagnol. Lui, aujourd'hui, son objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de sortir vivant, enfin, entre guillemets, de sortir vivant de cette affaire. Donc il ne va pas vous dire aujourd'hui que oui, j'ai travaillé pour les États-Unis, oui, Non, là, il adopte une technique bien connue, c'est de nier en bloc. Est-ce que les clients américains peuvent le menacer? Il doit le penser, ouais. Alors moi, ces clients américains doivent être un peu inquiets. Il n'y aura jamais un contrat avec l'entête de la CIA et des sommes versées par la CIA sur un compte à lui? Non. Sur ce genre de montage? Non, parce que sinon, si un jour on trouve un contrat avec son nom et avec le stempel de la CIA, tout le montage n'a servi à rien en fait. Donc le but, c'est qu'il n'y ait jamais le nom de la CIA qui ressorte. La journaliste Stefania Maorizzi s'interroge aussi. En fait, si je résume, c'est un complot contre lui. Je savais que les caméras filmaient, mais je ne savais pas qu'elles enregistraient. Et je ne savais pas qu'ils ouvraient mon téléphone. Personne ne m'a demandé l'autorisation. Ce fameux jour, il n'y avait personne à l'intérieur de l'ambassade équatorienne. Il n'y avait que Julian Assange, un garde d'UC Global et moi. Personne d'autre. Donc, je n'ai pas démonté mon téléphone. Julian Assange n'a pas démonté mon téléphone. Donc, à moins qu'il y ait des fantômes, à moins qu'il y ait des puissances surnaturelles, quelqu'un a démonté mon téléphone. Quelqu'un a pris des photos. Quelqu'un a retiré la carte SIM. Si la justice peut démontrer formellement qu'il travaillait, qu'il effectuait ce genre d'activité d'espionnage pour les États-Unis, effectivement, c'est très grave. C'est extrêmement grave pour eux. Parce que si les États-Unis ont mandaté UC Global, c'est évidemment pour pouvoir nier leur implication dans l'opération. C'est le fonctionnement classique des services secrets. La version de David Morales ne convainc pas non plus Stella Morris. Eh bien, il ment. Selon moi, il est évident qu'une opération secrète était en cours et que l'Équateur l'ignorait. Une partie des informations était transmise à l'Équateur, la routine sur les visiteurs de l'ambassade, les mesures de sécurité classiques d'une ambassade qui gère des allées et venues. Mais une toute autre opération était en cours, une opération qui a dépassé le cadre légal. Il est mal. C'est ridicule de persister à nier les preuves. Nous faisions tout pour tenter d'avoir une vie privée à l'intérieur de ce minuscule appartement où il y avait des caméras partout. Mais cela n'a rien à voir avec une vraie vie privée. C'est un immense complot contre Julian. C'est un immense complot pour le sortir de l'ambassade où il était protégé et ensuite l'envoyer dans une prison américaine pour le reste de sa vie. Oui, il y a eu un énorme complot. Comment va Julian Assange? Il n'est pas en mesure de parler parce qu'il lutte pour survivre en ce moment.
Le problème, c'est que Julian n'a plus de temps. Il est détenu dans des conditions atroces, dans une prison épouvantable, alors qu'il n'est même pas condamné. Tout ça dure depuis une décennie. Vous savez, personne ne devrait avoir à payer un tel prix pour avoir agi justement. Il y a un risque qu'il le paie de sa vie. Pas de pardon de la nouvelle Maison-Blanche. Pas de libération prévue pour le fondateur de Wikileaks. Pas de collaboration entre Washington et Madrid. Pas de date de la nouvelle audience pour l'extradition en Angleterre. Alors quel avenir pour Julian Assange ?